n'a rien demandé. Donc Jean-Martin Mondolone, si je comprends bien. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être aussi précis et aussi fidèle que possible par rapport à ce que j'ai vécu, et ce que j'ai entendu. J'ai commencé mon propos avec le ministre sur un trait d'humour, cher Jean, en disant qu'une de nos caractéristiques politiques, je m'entends, était que notre consensus était inversement proportionnel à la distance qui nous séparait d'Ajaccio. Et en fermant les yeux, je me rends bien compte que nous étions la semaine dernière à Paris et qu'aujourd'hui les choses sont un peu moins consensuelles, un peu plus percutantes, mais c'est notre débat qui s'en trouve sûrement plus animé et plus vif. D'abord un ressenti. Je crois que nous étions les uns les autres, dans la diversité de nos expressions, animés de l'idée, vous savez à quel point j'essaie de minorer la portée historique de tout ce qui se passe dans cette maison, mais je ne sais pas si on était dans l'initiation d'un processus à dimension historique, mais je crois qu'en responsabilité, nous avions, à minima, en tout cas c'était mon cas, l'impression d'écrire ou de commencer à écrire, en tout cas je l'espère, une page de l'histoire contemporaine de la Corse. Et donc je crois que les uns les autres étions animés de la volonté de réussir ce premier pas. Je crois, l'avenir me dira si cette confiance fera place à de la défiance ou si le gouvernement, à travers la voix de M. Darmanin, nous tourne le dos. Je crois que le ministre était animé de la même volonté de réussir ce premier pas. À telle enseigne qu'à un moment donné, si j'avais dû définir en 2 mots ce qui se passait, vraiment en termes de ressenti, j'ai trouvé que ça relevait du juste et du beau. Car comme disait quelqu'un, la justice passe son temps à écouter à la porte de la beauté. Donc tout ce qui est juste est beau, ce qui est beau est juste, et c'est ce qui me semblait prévaloir à la sortie de ces échanges. La volonté de réussir, elle s'est manifestée de façon très concrète, en posant des vérités absolues, qui ne souffrent d'aucune contestation. J'ai dû rappeler, parce que les prismes médiatiques, notamment nationaux, peuvent être déformants, qu'il y avait une légitimité incontestable de la mouvance nationaliste dans son expression diverse, mais qu'il y avait une opposition aussi qui a recueilli lors du dernier scrutin des élections territoriales un tiers des suffrages exprimés, que ceux qui n'étaient pas nationalistes n'étaient pas forcément antinationalistes, parce que c'est souvent la partition qui se joue à Paris. Si on n'est pas nationaliste, alors on est antinationaliste. Que pour notre part, nous n'étions ni nationalistes, ni indépendantistes, ni autonomistes, ni autodéterministes, mais que nous étions des pragmatiques. Ça, c'est la première chose qu'il m'a été donné l'occasion de rappeler. Et je reviendrai en quelques mots sur la façon dont ce pragmatisme doit, selon nous, se déployer à l'occasion de ce processus. La deuxième porte d'entrée qui me fait dire que nous étions bien animés de devoir de réussir et que des vérités ont été posées sur la table, j'ai eu l'impression aussi que nous souhaitions tous les uns les autres sortir à l'aise de cette rencontre. Il ne fallait donc pas qu'il y eût des gagnants et donc des perdants. Et donc que chacun puisse se sentir respecté dans son équation personnelle et politique. C'est sur cette base-là que, modestement, avec d'autres, j'ai essayé de trouver un point d'équilibre au moment où, évidemment, des forces antagonistes s'exprimaient très librement, très respectueusement du reste, et où s'est esquissée la méthode qu'a fixée le ministre. En un mot, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit de serrer, sans saucissonner, parce que le terme entre nous avait été employé à un moment donné, les problématiques, pour ne pas dire comme Jean l'a exprimé, les problèmes. Il y a bien des problèmes qui se posent à nous. L'idée sera donc, dans les rencontres cadencées au rythme des 6 semaines, d'étudier le matin les problématiques en allant au fond des choses, et l'après-midi de vérifier si ces problèmes peuvent être résolus à droit constant. Je dis d'autant plus librement que pour certains de ces problèmes, nous pensons que ça peut être résolu à droit constant, et pour respecter l'engagement de ceux qui ne pensent pas comme nous sur ces bancs, vérifier si, dans des termes objectivés et scientifiquement établis, des évolutions institutionnelles, type autonomie, permettraient de résoudre. J'emploie à dessein le conditionnel, pas parce que je veux fixer les choses, parce que le ministre lui-même, j'ai manie de noter les gens qui se répètent, le ministre a employé le verbe pouvoir. Ça peut, on pourra, il se pourrait, décliné à tous les temps par 9 fois. Et il a employé le conditionnel 4 fois. Je dis ça pour resituer les choses dans un contexte prudentiel par rapport à ce qu'on a pu entendre ou ce qu'on a pu décrypter. Troisième vérité que nous avons posée là, sur la table, dans un registre démocratique qui n'est jamais inutile de rappeler, accepter que nous ne serons pas d'accord entre nous. Quand je dis entre nous, ça peut être ici, bien évidemment, mais le ministre a dit qu'aucun sujet n'était tabou dans le registre de la discussion. Bon, qu'à ça, et on peut discuter de tout, mais il fallait en passer par une évidence. Nous devons accepter que le gouvernement et nous-mêmes, quand bien même des résolutions unanimes partiraient de cet hémicycle, que nous ne soyons pas d'accord. Quatrième vérité qui a été posée, ça a été rappelé, on appelle ça les lignes rouges, moi j'appelle ça l'horizon indépassable. Paul Coistan a raison de rappeler qu'il y a des non-dits. L'horizon indépassable, ce ne sont pas seulement les 2 lignes qu'a fixées le ministre. L'horizon indépassable, c'est ce que décidera ou pas le président de la République. Je suis assez partagé sur la méthode, parce que, Paul, si on commence par le plus dire, s'il dit non tout de suite, il n'y a plus rien. Donc attention, ça aurait le mérite de clarifier les choses tout de suite. Je ne pense pas que ce soit la méthode la plus adaptée. Il y a 2 principes qui relèvent du non-dit. Le président de la République a sinon tout pouvoir, en tout cas toute latitude, pour trancher à un moment donné. Quand bien même déciderait-il qu'il faut aller plus loin dans une fenêtre de tir, et là je corrige les propos du président que j'ai lus dans la presse ce matin, il a parlé de 2024, je ne sais pas si on s'est bien compris. Moi, ce que j'ai compris des propos du ministre, c'est que tout Paris, pour ne pas dire toute l'administration centrale, est tendue vers la réussite. Je vais être plus précis, le non-échec des Jeux Olympiques de 2024, traumatisés qu'ils sont par l'histoire du Stade de France, et qu'après on verra. Donc si fenêtre de tir il y a, à mon avis, c'est plutôt 2025, pour la fenêtre dite constitutionnelle, que 2024. Je l'ai entendu comme ça à vérifier. Et le respect, enfin, dernière vérité posée, de ce que chacun était, de ce que nous sommes, et ça va me permettre de le décliner, nous sommes des pragmatiques. Nous, si on peut résoudre des problèmes sans faire évoluer le droit, y compris en n'étant pas d'accord avec les services de l'État. J'ai rappelé, comme d'autres, que par 40 fois, le pouvoir d'adaptation législatif, enfin, c'est une formule un peu caricaturale, c'est un peu plus subtil que ça, avait échoué. Et le signal qui est envoyé en est le révélateur, même si on nous dit que par ailleurs, il a échoué parce qu'on va avoir des discussions de fond. Non, on aurait pu faire usage de ce pouvoir dès la dernière séquence parlementaire. Donc il va bien falloir que l'État aussi nous fasse la démonstration par des signaux prégnants que lorsque nous parlerons en droit constant, on peut activer des leviers.
Si ce n'est pas le cas, en effet, il va bien falloir se rendre à l'évidence que des évolutions institutionnelles ou des changements d'adjectifs ou de verbes peut-être dans certaines dispositions législatives feront obligation, à minima, au gouvernement de répondre à ces demandes. Pour le reste, une fois que ce cadre a été posé, bon, je crois que nous avons tous conscience qu'on est dans un processus. Un processus, ce n'est pas quelque chose d'inerte, de posé, de théorisé, de conceptualisé, qui ne bouge pas, c'est quelque chose de vivant, avec, j'imagine, son lot de bonnes et de mauvaises surprises, avec son lot de renoncements peut-être pour certains et d'effets imprévisibles. Comment on peut réussir cette séquence ? Pardon de le rappeler peut-être par le discours de la méthode. Très important, je l'ai posé hier en commission permanente, il va falloir se doter d'un calendrier très serré. Autant vous le dire, Monsieur le Président, nous avons quelques inquiétudes issues de l'histoire récente. L'histoire récente, c'est quoi? C'est votre accession aux responsabilités 2015. Vous êtes engagé dans une fièvre institutionnelle pas exacerbé, passionné. C'est bien d'être passionné, mais nous, on ne voudrait pas que, ce faisant, le cœur de métier de cette collectivité soit laissé sur le carreau. Il y a un risque, dans cette cadence qui me semble très serrée, le rythme des 6 semaines, qui, si elle est croisée de façon non optimale avec le rythme de nos travaux, que l'on consacre beaucoup d'énergie ces évolutions institutionnelles probables et un peu moins d'énergie à notre collectivité, qui a besoin de toute notre énergie, et particulièrement la vôtre. Premier risque. Sur la méthode, Madame la Présidente, pour faire lien avec le débat suivant, il va falloir qu'on se démontre à charge et à décharge quelles sont les vertus de l'autonomie. Le document qui va suivre en fait, avec force référence bibliographique, une démonstration presque incontestable, mais il va falloir aussi qu'on montre à l'opinion, et le ministre l'a esquissé ou l'a rappelé, quels sont les risques de l'autonomie. Pourquoi je dis ça? Tenant compte aussi de l'histoire récente. 2003 a capoté le référendum. Ah, vous savez, Mitterrand disait, quand le problème des référendums, c'est qu'on répond à tout sauf à la question posée. Nous, on aimerait autant que, si référendum il y a, on militera pour cela, pour que, in fine, les Corses soient consultés, qu'il soit réussi. Un référendum qui est réussi, ce n'est pas un gagnant, un perdant. Ça veut dire que les Corses comprennent la question et qu'ils y répondent en âme et conscience. Pour qu'ils y répondent en âme et conscience, il va falloir éviter le piège. Je fais plaisir à Gilles, à Jean-Christophe, à Paul Fay et consorts. Il va falloir éclairer l'opinion. D'où, toujours dans la méthode, le souci permanent que nous devons avoir, notamment à travers cet exercice qui me semble salutaire, à travers cette tribune, mais dans d'autres modes opératoires, éclairer pas à pas l'opinion sur ce que nous faisons à Paris pour éviter le syndrome du Cénacle. Qu'est-ce qui se passe en 2003? Et même, on peut se le dire aujourd'hui, en tout cas, nous, on l'a ressenti comme ça. L'histoire Bellay, c'est pas bon, chiche. Et à coup d'ordonnance, on crée une collectivité unique. Il y a sûrement des vertus à la collectivité unique. En tout cas, ceux qui vous reprochent aujourd'hui la centralisation du pouvoir tirent profit de cela en disant « nous n'avons pas été consultés ». Et je pense que si les Corses avaient été consultés, notamment les élus locaux, auraient pu mesurer certains risques et modérer certaines dispositions qui ont prévalu à l'avènement de cette collectivité unique. Ne pas se contenter aussi, Monsieur le Président, de messages messianiques du type « ayez confiance », du type ce que disait Jean-Paul II, « n'ayez pas peur ». La question, ce n'est pas ni de faire peur, ni de dresser des épouvantails, et encore moins de verser dans un optimisme béat. La question aujourd'hui, elle est de dire la vérité aux Corses sur le processus qui s'engage pour
que chacun soit en paix avec ses convictions, chacun soit en adéquation avec son parcours. Jean le rappelait avec des vibratos dans la voix, mais qu'on dise nos propres vérités. Enfin, et surtout, le souci pour nous de ce que j'appellerais une façon de fixer l'intelligence du peuple. Le peuple, je crois, a sa propre intelligence. Il nous écoute, il nous observe, il est parfois victime d'opérations de marketing électoral, mais il a sa propre intelligence et nous devons avoir le souci permanent de sentir que le peuple est sinon en adéquation, en tout cas assez près de ce qui se passe dans ce processus. Je conclurai, Monsieur le Président, vous avez cité Aimé Césaire ce matin qui disait, enfin vous avez repris les propos d'Aimé Césaire. Aimé Césaire disait « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes qui suscitent son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. » Nous, on ne veut pas se résoudre à la décadence. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il va falloir faire la preuve que sur la base des pouvoirs qui nous ont déjà été octroyés, nous sommes en capacité d'agir. Et quelle ne fut pas notre surprise ce matin de découvrir dans le journal que vous avez rendez-vous le 15 août avec le ministre des collectivités locales pour parler des déchets. Un septennat. Septembre. Qu'est-ce que j'ai dit? Août. Un mese di più. Santa Maria. Santa Maria. Peut-être que l'Immaculée Conception vous accompagnera. Un septennat d'action ou d'inertie pour arriver à ce que sur nos compétences propres, on soit en situation d'appeler l'État sur ce sujet. Bon. Et vous déclarez en un an, ce sera réglé. Bon, je passe sur le fait que ces effets d'annonce sont déjà prévalus. Tout devait se régler en un an, en 2 ans, en 3 ans. Bon, passons. Mais sur nos compétences propres, il faudrait qu'on soit en situation de prouver à l'État l'usage optimal. Et c'est le reproche initial qu'on vous a fait, vous le savez, depuis le début de votre accession aux responsabilités. Nous, on vous disait qu'on n'était pas réservé fondamentalement sur des évolutions institutionnelles. Il fallait laisser naître Bailey, ou les effets Bailey, la collectivité unique, la faire vivre, l'optimiser et après démontrer qu'il fallait aller plus loin. Bon, c'est lancé dans une fièvre que seul Benalla, dans ses excentricités, a fait tomber. Moi, je crois que on doit relever en responsabilité un pari. Ce pari, je le dis au ministre et je le redis ici, c'est de sortir de ce climat de défiance qu'on entend encore dans la voix de Jean et qui est fondé à bien des égards. Hein. La question n'est pas de remettre en cause la légitimité de cette défiance, mais qu'il faut qu'on apprenne, autant que faire se peut, de nourrir un pacte de confiance. Mais la confiance, c'est quelque chose qui se partage. Donc, pour l'heure, on attend des signaux positifs. En tout cas, nous sommes engagés résolument sur ce chemin, sur un chemin de réussite au service de la Corse et des Corses, avec la volonté de ne jamais blâmer ce que vous êtes, mais de jamais renier ce que nous sommes.